Bonjour, bienvenue à Quilombo. Bonjour. Ici Nzamba Simanga. Aujourd'hui, 19 janvier 2013, nous recevons Stéphane Lhomme. Stéphane Lhomme qui est écologiste et fondateur en France de l'Observatoire du nucléaire, qui est un organisme indépendant de surveillance de l'industrie nucléaire. Alors, bonjour, Monsieur Stéphane Lhomme. Bonjour. Oui. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du nucléaire, de l'énergie nucléaire et des enjeux cachés autour de l'uranium que l'on ne connaît pas spécifiquement. Pouvez-vous nous faire un petit historique un peu de l'industrie nucléaire, d'où est venue l'idée et comment graduellement vous vous êtes intéressé à cette industrie jusqu'à arriver aux actualités actuelles avec toutes ces implications politiques? Oui, bien sûr. Donc, en France, l'industrie nucléaire a été lancée par le général de Gaulle après la Deuxième Guerre mondiale pour permettre à la France de produire le plutonium nécessaire pour faire des armes atomiques. Donc, c'était vraiment l'objectif, c'était ça. Et ensuite, puisque la France avait développé cette industrie nucléaire, quand il y a eu le choc pétrolier en 1973, où les pays producteurs ont estimé que finalement c'était intéressant d'augmenter le prix du pétrole, que les pays riches venaient jusque-là prendre un tarif dérisoire. On va voir que c'est toujours peut-être la même chose toujours sur l'uranium. Eh bien, à ce moment-là, la France a dit, puisque on sait faire du nucléaire, on va mettre plein de réacteurs nucléaires chez nous pour produire l'électricité, et comme ça, on n'aura plus besoin de faire l'électricité en brûlant du charbon, du fuel dans des centrales. Et donc, il y a énormément de réacteurs qui ont été faits en France. Il y en a 58 actuellement qui fonctionnent. Et le problème, c'est qu'il faut les alimenter avec un combustible qui est l'uranium. Alors, il y a eu des mines d'uranium en France pendant un certain nombre d'années, mais elles sont toutes fermées parce que d'abord, il y en a plus beaucoup, et puis ça cause des ravages très importants à l'environnement. Et ce n'était pas acceptable pour la France de faire ça sur son propre territoire. Alors, évidemment, elle est allée ouvrir des mines dans des pays autrefois colonisés, comme le Niger en particulier. Donc là, il y a des mines d'uranium depuis une bonne quarantaine d'années. Et effectivement, c'est plus simple d'aller contaminer l'Afrique, d'aller assécher les nappes phréatiques, puisque pour extraire l'uranium, il faut énormément d'eau. Et c'est plus simple de faire ça en Afrique que de le faire en France. Et puis surtout, alors c'est vrai que la France importe aussi de l'uranium, par exemple, du Canada. Mais l'avantage énorme du Niger, c'est que pour la France, les dirigeants français, c'est que la France se sert pratiquement de l'uranium nigérien en payant des sommes dérisoires au pays du Niger, qui est un des 2 ou 3 pays les plus pauvres du monde, alors que depuis 50 ans que la France y prend de l'uranium, ce pays aurait dû au moins en tirer de l'avantage financier, ce qui n'est pas le cas. Et donc, ça nous amène directement avec l'actualité brûlante actuellement de l'intervention française au Mali, qui est prétendument faite pour sauver la démocratie, alors qu'en réalité, tout le monde sait bien que les mines d'uranium du Niger sont dans la partie nord du Niger, qui correspond directement avec la partie nord du Mali. Et si la France est intervenue, c'est principalement pour protéger l'extraction de l'uranium qui alimente les centrales nucléaires françaises. Ok, merci. Et quelles sont les entreprises que la France utilise pour aller exploiter enfin, la France ou d'autres pays, toutefois, qui utilisent pour aller exploiter l'uranium en Afrique? Est-ce que le Niger est le seul pays où on exploite en Afrique l'uranium? Non, alors il y a beaucoup de mines d'uranium qui existent, mais c'est vrai que historiquement la France a vraiment beaucoup utilisé le Niger et ça continue. Mais effectivement, il y a d'autres mines qui sont achetées par la grande entreprise française du nucléaire qui s'appelle Areva,
qui était connue autrefois sous un nom, la Kojima, qui a fait tellement de contamination que le nom était devenu presque une insulte, et donc ils ont changé de nom, mais c'est toujours les mêmes. Et donc cette entreprise Areva possède des mines d'uranium dans différents pays d'Afrique et se prépare éventuellement à ouvrir ces mines. Et par exemple, comme par hasard, au Mali, dans le sud du Mali, à Faléa, il y a une mine que la France vise et qui intéresse bien la France. Et donc, c'est très certainement une raison supplémentaire pour la France pour intervenir militairement sous prétexte de sauver la démocratie. Ok, alors justement, concernant l'intervention militaire française, puisque nous sommes dans l'actualité, dans quelle mesure ces implications pourraient déborder? En tout cas, ici, on voit qu'il y a le Mali et le Niger. Est-ce que vous pouvez nous brosser un portrait des implications de l'exploitation de l'uranium sur l'environnement politique de ces deux pays? Alors, effectivement, on peut dire que l'exploitation de l'uranium a des conséquences sur l'environnement tout court, hein, avec la contamination Ah oui. des pays, avec tout un tas de ferrailles radioactives qui sont disséminées dans le pays, par exemple au Niger, avec l'assèchement des nappes phréatiques. Mais effectivement, il y a des conséquences sur l'environnement politique et géopolitique, et en particulier, nous sommes nombreux à considérer en France que les dirigeants français ont fait le nécessaire pour maintenir dans certains pays d'Afrique des régimes soit corrompus, soit affaiblis, de manière à ce que eh bien ces régimes ne soient pas en capacité ne souhaitent pas résister à l'influence française, ce qui permet à la France de continuer à se servir l'uranium à bas prix. Alors que, par exemple, lorsque la France achète de l'uranium au Canada, eh bien, le gouvernement du Canada est capable de se faire respecter et d'imposer le prix nécessaire, de vendre l'uranium à un prix normal, cher. Et donc, on peut dire que certains pays ont été libérés, on va dire, se sont libérés de la colonisation française sur le papier, mais en réalité, la colonisation continue sous des formes plus perverses, on va dire. Officiellement, ce n'est plus la colonisation, mais dans les faits, c'est bien le cas. Et d'ailleurs, mon association, qui s'appelle Observatoire du nucléaire, est actuellement traînée en justice par Areva, parce que nous avons accusé Areva d'essayer de corrompre le gouvernement du Niger avec un don assez curieux. Areva verse une somme de 26 millions d'euros au budget du Niger. Alors, avec ce que j'ai dit auparavant, c'est normal qu'il y a de l'argent qui parte d'Areva vers le Niger, mais il faudrait que ce soit le Niger qui taxe l'entreprise Areva en disant « Vous nous avez pris l'uranium depuis 50 ans à un tarif bien en dessous du tarif normal. Voici les taxes que nous vous imposons. » Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe. C'est Areva, comme un généreux donateur qui vient en aide à un déshérité, qui vient accorder une somme. C'est humiliant, c'est absolument insupportable. Et pour avoir dénoncé ça, eh bien, Areva me poursuit en justice en tant que directeur de l'Observatoire du nucléaire, et ce procès est prévu le 1er février à Paris. Et j'espère que ce sera l'occasion de faire connaître un peu plus à l'opinion publique française, qui est très peu au courant de toutes ces affaires, eh bien de faire savoir que la France se conduit très mal en Afrique et continue à exploiter le continent africain. Ok, et justement, vous avez parlé effectivement d'Areva qui essaye de vous museler sur ce dossier. J'ai pu remarquer d'ailleurs sur votre site internet qu'il y a aussi des menaces pour museler le site internet également. Mais comment est-ce que vous êtes tombé dans la soupe du nucléaire et de vous intéresser à tout ça? Eh bien, quand j'étais plus jeune, il y a eu en 1986 la catastrophe nucléaire de Tchernobyl qui m'avait assez perturbé. Bon, après j'ai fait mes études, donc je pensais à autre chose. Et puis un petit peu plus tard, vers la fin des années 90, je me suis dit que quand même, on avait 58 réacteurs en France,
qu'il y avait eu cette catastrophe en 86 qu'il fallait que je m'intéresse de près à ça, et donc j'ai créé une association dans mon département, la Gironde, en France, où il y a une centrale nucléaire, une centrale qui a d'ailleurs frôlé la catastrophe nucléaire en décembre 1999 avec une tempête qui a fait une inondation dans la centrale. Et donc depuis ce moment-là, je me suis vraiment intéressé au nucléaire de près, et j'ai essayé de faire connaître le plus possible la vérité à mes concitoyens, parce que cette vérité du nucléaire, elle est très sale et très dangereuse. Ok, justement, quelle est donc cette vérité? Allons-y en profondeur. Qu'est-ce qui fait que l'énergie nucléaire soit extrêmement dangereuse et qu'il faille à un moment donné l'abandonner pour la remplacer par autre chose? Alors, il y a beaucoup de problèmes. Évidemment, je crois que tout le monde est au courant maintenant des risques de catastrophes. On le voit avec Fukushima au Japon. Pourtant, on nous avait dit que la catastrophe de Tchernobyl, c'était à cause des soviétiques avec leur technologie archaïque, mais que ça pouvait absolument pas se produire dans un pays de haute technologie comme la France, les États-Unis ou le Japon. Et en fait, c'est arrivé au Japon. Donc, tout le monde voit bien maintenant que un réacteur nucléaire, n'importe où, peut faire une explosion et contaminer un pays entier ou un continent. Il y a ça, évidemment. Il y a aussi les risques le problème des déchets radioactifs. Une centrale nucléaire qui fonctionne produit de l'électricité, certes, mais aussi des déchets extrêmement dangereux qui vont rester radioactifs pendant des centaines de milliers d'années. Et on n'a strictement aucune solution pour ça. Il y a des fous furieux, on va dire, toujours les mêmes, Areva et compagnie, EDF en France, mais aussi d'autres sociétés dans d'autres pays, qui estiment que en creusant dans le sous-sol et en allant mettre ces déchets dans les couches géologiques et en rebouchant, eh bien le problème sera réglé avec malheureusement des risques de contamination dramatiques. Donc ça, c'est vraiment un problème insoluble. Et puis le nucléaire, donc il n'y a pas que les risques de catastrophe et les déchets. Il y a dès le début déjà, on en a parlé, l'extraction de l'uranium pour faire du combustible, donc des mines d'uranium qui causent des dommages dramatiques à l'environnement, qui contaminent les travailleurs, les salariés qui travaillent dans les mines d'uranium. Et d'ailleurs, le magazine Bastamag sur Internet en France vient de publier une enquête très intéressante qui montre comment les mineurs nigériens qui ont travaillé depuis 40 ans dans les mines pour l'uranium pour envoyer en France, eh bien ces gens-là développent des maladies, des poumons, des cancers, des leucémies, et sont à l'abandon, abandonnés par la France qui ne reconnaît absolument pas leur maladie. Donc on voit que le nucléaire, c'est beaucoup de risques pour l'environnement, pour les gens, et puis aussi pour la démocratie, puisque j'en ai déjà parlé un petit peu, la façon dont les entreprises du nucléaire s'imposent pour extraire l'uranium, pour imposer leur centrale nucléaire par la violence et la répression des manifestations antinucléaires. Eh bien, on voit que finalement le nucléaire est aussi un grave danger pour la démocratie. Le nucléaire est un grave danger pour la démocratie. On l'a vu dans votre cas où il y a plusieurs menaces qui planent sur vous. Est-ce que vous pouvez partager avec nous la quantité de menaces qui pèsent sur vos activités pour vous faire taire? Oui, alors déjà, je pourrais rappeler que il y a encore 3 ans, j'étais porte-parole d'une grande organisation antinucléaire nationale qui s'appelle le réseau Sortir du nucléaire, qui existe toujours et qui, on va dire, avait de plus en plus d'importance et d'influence. Et mystérieusement, en début 2010, il y a eu une grave crise interne dans l'association qu'on n'a jamais pu vraiment expliquer. Et avec un certain nombre de militants très actifs, je me suis retrouvé mis à la porte. Et nous n'avons pas les preuves pour le moment, mais nous y travaillons toujours. Nous sommes persuadés qu'il y a eu une déstabilisation de l'association par très certainement la police politique française. D'ailleurs, quelques mois auparavant, il y avait eu des articles dans la presse française, dans le Canard enchaîné, ce journal satirique qui révèle
beaucoup de scandales, et un autre magazine qui s'appelle Le Point. Ces journaux avaient montré que personnellement j'étais espionné par EDF et la police politique française, et comme par hasard, quelque temps plus tard, j'étais mis à la porte de mon association dans des conditions mystérieuses. Et à la suite de ça, j'ai créé l'Observatoire du nucléaire pour continuer mon travail d'information du public. Et là, récemment, donc suite à l'affaire que j'ai révélée en France du don qui a été offert, on va dire, par Areva mystérieusement au budget du Niger, eh bien Areva me traîne en justice et demande des sommes très très importantes, 5 000 € d'amende, plus 3 insertions dans des journaux nationaux de 6 000 € chacune, donc ça fait déjà, on est presque à 25 000 €, plus les frais d'avocat, de justice et autres, ça fait des sommes très 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 lourdes que je n'ai absolument pas, évidemment. Et donc il est très important que je ne perde pas ce procès, et j'espère que le gouvernement, le tribunal, justement, saura voir la réalité des accusations et des comportements d'Areva, et que Areva sera débouté, que je ne serai pas condamné. Mhm. Et avez-vous l'impression que votre combat, votre lutte est plutôt solitaire? Y a-t-il un réseau français ou international qui lutte aussi dans le même sens que vous pour arrêter l'utilisation de l'énergie nucléaire? Oui, partout dans le monde, partout en particulier où il y a des centrales nucléaires ou alors des mines d'uranium, ou partout où existe l'industrie nucléaire, il y a des gens qui se regroupent, qui se font des associations, qui cherchent l'information, qui enquêtent et qui essaient de faire la vérité. Je dois dire aussi qu'il y a beaucoup une émergence, on va dire, de la société civile en Afrique qui est très réjouissante, où on voit que des gens arrivent à se regrouper, avec peut-être l'émergence d'internet aussi, arrivent à faire circuler l'information, et c'est très courageux parce que souvent il y a des régimes qui sont encore bien plus dangereux que ce qui peut arriver en France, par exemple. J'ai expliqué les petits problèmes qui m'arrivent, mais je sais que dans certains pays, les gens qui cherchent à faire la vérité, eux, ils risquent carrément leur vie. Et donc, c'est très courageux et très estimable. Et c'est vrai avec Internet, on peut arriver à échanger des informations avec ces gens très courageux. Effectivement. Vous avez parlé tantôt d'une aide budgétaire de la France au gouvernement du Niger. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce dossier Oui, effectivement. Et ses implications éventuelles sur la crise malienne actuelle? Alors effectivement, c'est un don qui est attribué par l'entreprise Areva au budget du Niger. Et sur le site internet de l'Observatoire du nucléaire, on verra que j'ai pu mettre en ligne un document qui est le compte rendu confidentiel d'une rencontre entre Areva et le directeur de cabinet du président du Niger. Et je sais que ce document a été publié dans des journaux au Niger qui font aussi la vérité et qui prennent des risques pour ça. Et on voit dans le compte rendu de cette rencontre que c'est bien Areva qui donne des ordres et qui explique au directeur de cabinet du président du Niger comment ça va se passer et comment Areva tire toutes les ficelles. Et pour terminer, Areva accorde un don pour faire passer la pilule, on va dire, alors que si Areva payait le prix normal de l'uranium, ce serait des sommes beaucoup plus importantes qu'il faudrait verser. Donc finalement, c'est une sorte de petite infime compensation qui est d'ailleurs, d'après les informations qu'on a, qui doit servir au président du Niger à s'acheter un nouvel avion, ce qui est assez curieux. Peut-être qu'il faut changer cet avion, mais en tout cas, on s'aperçoit que c'est Areva qui fait un cadeau au président du Niger. C'est à nouveau quelque chose d'humiliant
Je pense que le Niger devrait être en capacité, si le colonialisme français ne continuait pas, le Niger devrait pouvoir taxer Areva et ensuite, avec l'argent, peut-être s'acheter un nouvel avion, mais surtout peut-être aider la population qui est laissée à l'abandon après 50 ans de présence de la France. Le Niger n'y a rien gagné. Et donc suite à ce versement, j'ai accusé Areva de manœuvres relevant de la corruption. Et c'est bien ça que Areva n'a pas apprécié. Mais avec le document publié, on voit bien qu'il y a eu ce don. Areva, dans un premier temps, a nié faire ce don. Donc on a maintenant des éléments qui prouvent la réalité du don. Il va falloir voir devant le tribunal le 1er février si le tribunal reconnaît qu'on peut parler de manœuvres relevant de la corruption ou si effectivement c'est de la diffamation. Areva considère que j'ai fait de la diffamation, mais pour moi et pour beaucoup de gens qui ont regardé cette affaire, elle est tout à fait, elle illustre parfaitement les relations d'Areva et de la France avec le Niger et ce qui nous ramène à la crise du Mali, puisque, comme je le disais au début de l'entretien, si la France envoie son armée au Mali, ses principales régions et faire en sorte que la France puisse continuer à exploiter tranquillement les ressources en uranium du Niger, et c'est certainement pas pour venir en aide à la population du Mali. Là aussi, pays ancien, un pays colonisé par la France et qui depuis n'a jamais réussi à trouver une véritable stabilité avec des gouvernements corrompus soutenus par la France. Mhm. Vous avez parlé justement de l'achat de l'uranium qui existait ou qui existe toujours avec le Canada. Est-ce que vous pouvez nous donner une échelle de grandeur sur la différence entre en tout cas en termes de valeur, à combien la France, à travers Areva, achète au Canada, je ne sais pas comment ça se vend, 1 kilogramme d'uranium par tonne par rapport à ces achats au Niger. Quelle est la différence entre les deux types d'achats dans ces deux pays? Alors, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je peux vous dire que la France paye l'uranium 3 fois plus cher au Canada que au Niger, et encore c'est pour le Niger, c'est l'uranium que Areva déclare, parce que c'est Areva qui fait l'extraction de l'uranium et qui dit au Niger, voilà, nous avons pris tant de tonnes, voici ce que nous vous payons. Alors peut-être que de nos jours, le Niger a peut-être un peu plus de moyens de contrôler la quantité extraite, mais dans les années 50, 60, 70, 80, 90, il est certain que Areva a pu prendre autant d'uranium qu'ils en avaient envie et en déclarer beaucoup moins au Niger. Donc je suis persuadé que Areva a volé d'immenses quantités d'uranium au Niger et aujourd'hui encore, Areva paye un tarif très 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 faible, au moins 3 à 4 fois moins cher que le tarif normal. Mm-hmm. Et justement, par rapport au dossier de l'aide budgétaire d'Areva au gouvernement du Niger révèle en tout cas qu'il y a un copinage malsain avec le milieu politique. Alors, on est tenté de croire que, en fin de compte, le coup d'État qu'il y a eu au Niger il y a quelques années pourrait y avoir aussi des implications liées à cette exploitation de l'uranium. Que pouvez-vous dire euh, je vais dire par là, par rapport à la présence de la Chine de plus en plus croissante en Afrique, est-ce que la Chine a essayé de venir jouer un peu aussi dans le précaré français du Niger et au Mali dans le dossier de l'uranium? Oui, effectivement, c'est une question très importante. Les Chinois ont développé un parc nucléaire, donc eux aussi maintenant ont besoin de beaucoup d'uranium. Ils ont bien vu qu'il y en avait de grandes quantités au Niger. Et on peut revenir sur le président du Niger précédent, Monsieur Tandja, qui a commis des fautes importantes, puisque par exemple
il a été élu et réélu, et la Constitution prévoyait qu'on ne pouvait être réélu qu'une fois. Il a voulu faire modifier la Constitution pour être réélu une troisième, peut-être une quatrième fois. Donc c'est une dérive antidémocratique qui était absolument anormale. Donc ça, c'était pour dire que il s'agit pas de faire passer Monsieur Tandja pour quelqu'un de merveilleux, mais par contre, c'est vrai qu'il avait eu le courage de s'opposer à la France par rapport au prix du Niger, de dire il va falloir payer un peu plus cher. Et en particulier, il avait dit voilà, nous avons d'autres clients possibles, les Chinois en particulier. Les Chinois voulaient bien acheter l'uranium du Niger ou ouvrir des mines au Niger. Et puisque la France refusait de payer le prix normal de l'uranium, eh bien, il s'apprêtait probablement à permettre aux Chinois d'accéder à l'uranium du Niger. Et comme par hasard, alors à nouveau sous des prétextes démocratiques, et c'est vrai que il y avait un bon prétexte puisque M. Tandja a voulu faire modifier la Constitution de manière antidémocratique. Eh bien, comme par hasard, M. Tandja s'est retrouvé débarqué et le nouveau président du Niger, M. Issoufou, eh bien, tout simplement, c'est l'ancien directeur d'une filiale d'Areva, comme par hasard. Alors, il paraît ici ou là que c'est quelqu'un de courageux qui s'est battu pour la démocratie dans son pays. Je veux bien le croire, mais à nouveau, c'est quand même très curieux que finalement, on se retrouve avec un cadre d'Areva qui est le nouveau président du Niger. On peut dire que Areva a choisi le président du Niger. Et à nous, c'est peut-être pas pour rien si on s'aperçoit que ce nouveau président ne résiste pas à Areva, n'impose pas un prix réel de l'uranium, bien que c'est ce qu'il avait promis à son élection. Il a dit vous allez voir ce que vous allez voir, et finalement peut-être que il devrait se contenter d'un avion tout neuf payé par Areva et non pas de faire augmenter enfin le prix de l'uranium vendu par le Niger à la France. Mhm. Et est-ce que vous pensez que l'opposition politique du Niger a suffisamment les bras longs pour essayer de naviguer un peu là-dessus et jouer et gagner à long terme à ce bras de fer? En tout cas, le pouvoir, en tout cas au Niger, semble avoir plus de muscles puisque derrière il y a Areva effectivement qui s'affirme. Quelle est la position, selon vous, du côté politique, de l'opposition politique du Niger? L'opposition démocratique au Niger s'est regroupée à l'Assemblée nationale et en particulier, c'est elle qui a fait sortir l'information sur le fameux don, le curieux don d'Areva au budget du Niger. Donc, on peut dire qu'elle a joué son rôle. Après, il y a des implications politiques, peut-être politiciennes. Certaines personnes estiment que c'est les gens proches de Monsieur Tandja qui essayent de reprendre le pouvoir, mais ça, après tout, pourquoi pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que cette opposition fait son travail d'opposition en révélant des informations. Et d'ailleurs, dans le document confidentiel de compte rendu entre Areva et le chef de cabinet du président du Niger, on voyait que la chose la plus importante pour le président du Niger, c'est que une nouvelle mine d'uranium qui est prévue dans un site qui s'appelle Imouraren, qui pourrait être une des plus grandes mines d'uranium du monde, eh bien, le président du Niger veut absolument que cette mine soit ouverte avant 2015 pour pouvoir en tirer le parti politiquement avant les élections présidentielles de 2016. Et donc finalement, Areva joue avec le président du Niger en lui laissant entendre que c'est pas sûr qu'on puisse ouvrir la mine à temps voulu, on va voir, c'est pas tout à fait sûr. Et donc finalement, ça permet à Areva d'obtenir à peu près tout ce qu'elle veut de la part du président du Niger en le menaçant de ne pas ouvrir cette mine avant 2015. Donc on voit que finalement ce sont les enjeux politiques du président du Niger qui comptent plus pour lui probablement que d'obtenir le prix nécessaire de l'uranium qui permettrait d'aider la population du Niger sur le plan de la santé, de l'éducation. Oui, justement, vous avez parlé
du coup d'État, contre Mamadou Tandja pour avoir osé, pourrait-on dire, d'impliquer la Chine. Alors on est tenté aussi de faire le parallèle avec le coup d'État qu'il y a eu au Mali. Est-ce que vous pensez que le coup d'État au Mali, avec justement l'actualité de l'intervention française euh, que l'on constate aujourd'hui, est-ce qu'il y a aussi des liens avec cette filière de l'uranium pour exploiter à long terme des éventuelles mines qui existent au Mali? Alors, sur le coup d'État au Niger, il est assuré que la France était bienveillante, on va dire, vis-à-vis des gens qui ont renversé Monsieur Tandja, qu'ils ont eu l'aval de la France et d'Areva. Pour le Mali, je connais moins cette situation. C'est vrai qu'il y a eu un coup d'État et que le président qui avait été élu a été renversé. Est-ce que la France était derrière ça? Probablement, puisqu'on sait que la France est très proche avec son armée qui n'est pas loin d'ailleurs, qui a pu intervenir très rapidement à la demande dans l'intervention actuelle. Donc, de toute façon, la France n'est pas du tout intervenue en disant que se passe-t-il, le président légalement élu est renversé, ce n'est pas acceptable. La France n'a absolument rien dit. Et d'ailleurs, l'intervention française militaire actuelle s'est faite à demande du président par intérim, qui est donc un président illégitime puisque issu du coup d'État. Donc, une fois de plus, la France soit est derrière certains coups d'État, soit elle s'arrange avec les gens qui ne respectent pas la démocratie. Et donc voilà, c'est le travail le sale travail d'une ancienne puissance coloniale qui finalement continue à tirer des ficelles. Mhm. Et est-ce que dans ce dossier de l'uranium, avec effectivement les interventions de la France, est-ce que la France agit en solo ou bien derrière on voit aussi les États-Unis qui a les bras longs? Alors, il semble que les États-Unis aient essayé d'aider, par exemple, le Mali à reconstruire une armée. Il semblerait que ça se soit mal passé puisque les gens qui ont été formés ont fait défection. Donc, c'est assez curieux. Est-ce que les États-Unis voulaient prendre position dans cette région? En tout cas, ils n'y ont pas réussi. C'est vrai que ça reste véritablement une zone d'influence française. Même si il y a effectivement d'autres pays qui regardent de près toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire les ressources naturelles, le pétrole, uranium qui se trouvent en Afrique et qui intéressent beaucoup de monde. Et malheureusement, toutes ces ressources ne bénéficient pas, la plupart du temps, à la population africaine. Et c'est bien ça qui est insupportable. Mhm. Vous avez parlé précédemment des déchets radioactifs. Où, dans quel pays sont enfouis les déchets? Est-ce il y a en Afrique ou c'est en Europe quelque part? Alors, les règles internationales du nucléaire interdisent à un pays de se débarrasser de ses déchets radioactifs dans d'autres pays. Euh, Ceci dit, on sait très bien que ça s'est fait pendant longtemps. De nos jours, ça serait très difficile parce que il y a des moyens de s'informer, de diffuser l'information par Internet. Il y a des associations, il y a une société civile qui a émergé dans des pays, par exemple en Afrique où elle n'existait pas auparavant. Donc, c'est difficile, ça serait très difficile de faire venir en cachette des déchets radioactifs, par exemple de France, pour aller les enfouir quelque part en Afrique, mais on sait que, par exemple, en allant vers l'est, beaucoup de déchets radioactifs ont été déversés auprès des côtes somaliennes, en particulier, semble-t-il, par l'Italie, par d'autres pays, que tout un tas de déchets ont été versés dans l'océan, mais au bord des côtes somaliennes. Il est probable que les déchets aient été abandonnés par certains pays nucléarisés en Afrique pendant un certain nombre d'années. C'est à nouveau dans les années 50, 60, 70, 80, qui était en capacité de surveiller ça? Personne.
Après, on sait qu'il y a aussi d'autres genres de déchets qui sont souvent amenés par des cargos et versés en Afrique dans des décharges. C'est absolument intolérable. Mais à nouveau, même s'il ne s'agit pas des déchets produits par une centrale nucléaire, le simple fait d'avoir des mines d'uranium, en l'occurrence par exemple au Niger, ça produit des déchets énormes, des montagnes de résidus qui sont extraits en même temps que l'uranium et qui sont faiblement radioactifs, mais radioactifs quand même, qui sont à ciel ouvert, et donc le vent après emporte ces particules de contamination et contamine l'environnement. Des gens respirent ces poussières radioactives. Donc même si c'est pas des déchets secrètement abandonnés, ça peut aussi être quelque chose de très polluant et très dangereux, et c'est malheureusement ce que continue à faire la France en Afrique. En tout cas, on voit que il y a des ramifications jusque même, en tout cas, l'extraction minière a des ramifications jusqu'en Afrique de l'Est, puisqu'on a vu que la Somalie est aussi touchée à sa façon au niveau des déchets, étant donné que même on voit que l'industrie de la pêche là-bas a été paralysée dû justement à ces contaminations pour aboutir au problème de piratage dont on connaît. Euh, À quelle proportion l'industrie du nucléaire en France a un impact sur l'alimentation électrique du pays? À quel degré cette industrie nucléaire est-elle si vitale pour la distribution de l'énergie électrique en France? Alors, avec ces 58 réacteurs, le nucléaire produit 75% de l'électricité consommée en France, c'est-à-dire une part absolument gigantesque. Euh, Ceci dit, faut quand même pas oublier que l'électricité n'est qu'une part de l'énergie consommée par un pays. Et en général, si on veut avoir une bonne estimation, il faut diviser par 5. Donc, 75 divisé par 5, c'est à peu près 15 ou 16% de la consommation totale d'énergie en France qui sont couverts par le nucléaire. Donc finalement, on s'aperçoit que même dans le pays où il y a le plus de nucléaire au monde, la France, où l'électricité est à 75% nucléaire, ça ne fait finalement que 15% de l'énergie au total. Et si on regarde maintenant le monde entier, le nucléaire, c'est à peu près 11% de l'électricité mondiale, et ça fait à peu près moins de 2% de la consommation mondiale d'énergie. Ce qui fait qu'en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le nucléaire est une énergie très faible sur la planète. Elle a une toute petite part, même si ça suffit à faire au contraire un danger extrême. Mais la planète se porterait aussi bien, voire même beaucoup mieux, sans nucléaire. On essaie de nous faire croire que on pourrait pas vivre sans nucléaire. Alors en France en particulier, puisqu'on a tous ces réacteurs. Mais en réalité, comme je viens de dire, 98% de l'énergie consommée dans le monde, ce n'est pas du nucléaire. Donc on peut et on doit se passer de l'énergie nucléaire. Effectivement, je pense que l'uranium du Niger serait mieux, il vaudrait mieux qu'il reste sous terre et que la France développe des programmes d'aide au Niger pour compenser toutes les contaminations qui ont eu lieu depuis 50 ans, pour que le Niger se développe par lui-même, par exemple par les énergies renouvelables avec des éoliennes qui permettraient au Niger d'être autonome et indépendant et de plus dépendre, ou de dépendre beaucoup moins d'importations. Et je pense que ce programme peut être développé un petit peu partout dans les pays du Sud, qui pourraient accéder à l'autonomie et à l'indépendance, au moins sur le plan énergétique, au moins en partie, et qui leur permettrait de ne plus être les jouets de toutes ces puissances qui visent toujours à prendre les ressources naturelles qui sont dans le sous-sol de ces pays. Mhm. Et en matière justement de contamination, vous avez mentionné précédemment que l'industrie de l'extraction minière a des conséquences néfastes sur l'environnement et sur la santé des populations avoisinant les mines. Est-ce qu'il y a la possibilité, et s'il existe d'abord des technologies pour dépolluer, décontaminer les sites, euh,
dans 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 cette industrie? Alors, décontaminer quand il y a eu des problèmes avec le nucléaire, c'est quelque chose qui est très difficile, voire impossible à faire. Que ce soit, par exemple, les contaminations causées par les mines d'uranium ou les contaminations après une catastrophe nucléaire, comme on l'a vu, comme on le voit actuellement au Japon, où suite à la catastrophe de la centrale de Fukushima, des zones gigantesques du Japon sont contaminées. Et les autorités disent voilà, on fait de la décontamination. Alors à quoi ça rime? Eh bien ça consiste à aller par exemple dans une cour d'école et à racler le sol sur 10 ou 15 centimètres d'épaisseur, d'enlever toute la terre. Et qu'est-ce qui se passe? Après cette terre, on la met dans des grands sacs, des big bags comme on dit. Et les sacs sont entassés dans un coin de la cour d'école. Et ça reste là parce que après, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces montagnes de terre contaminée? Ben on sait pas. Et donc ça reste sur place. Et puis on s'aperçoit que finalement même le sol où la terre a été enlevée, il y a moins de radioactivité dedans, mais que il y en a toujours, et que des fois elle revient, puisque de toute façon il y a toujours des rejets qui viennent de la centrale, et puis ces radionucléides radioactifs se balade un petit peu dans le sol, quand il pleut aussi, tout ça. Et donc finalement, on s'aperçoit que on peut remuer beaucoup de terre, on peut déplacer de la radioactivité, mais elle disparaît pas, elle reste toujours là. Et elle est diffuse, elle est emportée par le vent, elle est un peu partout. Et finalement, décontaminer s'avère quelque chose d'impossible. Et c'est un petit peu pareil, alors avec des quantités moins importantes de radioactivité, parce que la radioactivité qui est projetée par une catastrophe nucléaire, elle est extrêmement puissante. Pour les mines d'uranium, c'est beaucoup plus diffus, mais c'est quand même le cas. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand vous faites l'extraction de l'uranium, eh bien vous laissez à côté de la mine des montagnes de stériles, comme on dit, ce sont des résidus d'extraction qui sont gigantesques et qui contiennent aussi un petit peu d'uranium et qui sont à ciel ouvert, et le vent balaye tout ça et emporte des particules de radioactivité sur des centaines, peut-être des milliers de kilomètres. Et donc tout ça est diffusé, un petit peu présent partout. Il y a aussi des quantités énormes de ferrailles radioactives qui sont issues de cette industrie de l'extraction de l'uranium et qui ont été finalement laissées comme ça. Les populations n'étaient pas informées que ces ferrailles étaient radioactives, donc les gens ont récupéré ça pour mettre dans leur jardin, pour rafistoler leur maison, ainsi de suite. Et donc des quantités incroyables de ferrailles radioactives se sont disséminées dans la population. Comment faire maintenant pour récupérer tout ça? C'est quasiment impossible et ça cause un danger de santé publique. Alors évidemment, c'est pas une radioactivité telle que les gens pourraient mourir en quelques jours ou quelques mois, mais sur la durée, sur les années, c'est un très très grave problème, et les gens vont développer des maladies au bout de 10, 15, 20, 25 ans, et ils seront dans l'incapacité de prouver que c'est à cause d'Areva. Mhm. Ouais. À vous entendre, il n'y a que des désavantages, en tout cas, à continuer à entretenir cette industrie nucléaire. Mais qui est derrière Areva? C'est l'État français, ou il y a des intérêts privés, ou Areva représente quel intérêt? Alors c'est vraiment très clairement des intérêts d'État. C'est l'État français. Areva appartient à l'État. L'autre grande société d'électricité française, EDF, appartient à l'État. Donc en France, le nucléaire, c'est l'État. Et l'État, c'est le nucléaire, on a l'habitude de dire ici. Et tout ce qui est pour le nucléaire est protégé par l'État. Et d'ailleurs, comme je vous en parlais, quand des citoyens se mettent en tête de chercher à s'informer, ils ont assez souvent des problèmes. Mais il faut savoir que dans les autres pays qui ont beaucoup de nucléaire, comme les États-Unis ou le Japon, souvent ce sont des compagnies privées qui font cette activité, mais avec des relations très fortes avec l'État. Une fois de plus,
l'État fédéral des États-Unis s'occupe de très près de l'industrie nucléaire. Ce sont des sociétés privées, mais tellement proches du pouvoir que on peut toujours dire que l'industrie nucléaire, dans tous les cas finalement, est une industrie d'État et qui est très sensible au niveau géostratégique, géopolitique, et qu'on a toujours l'État, la police et l'armée qui est tout autour de ces affaires. Mhm. Alors, dans tout ça, on parle de l'industrie nucléaire, de l'uranium, mais à quoi ressemble physiquement l'uranium? Alors, l'uranium est un minerai qu'on extrait donc du sous-sol. Lorsqu'on l'extrait, ça ressemble à pas grand-chose, simplement des matériaux de matière de roche qu'on a extrait. Et ensuite, ces matériaux sont plongés dans des bains d'acide très très dangereux qui vont séparer l'uranium du reste de ce qui est extrait, de la terre, des cailloux, ainsi de suite, des autres produits extraits. Et on arrive à fabriquer une sorte de pâte qu'on appelle le yellow cake, le gâteau jaune, parce qu'effectivement c'est une couleur jaune. Et donc ces premières activités-là sont effectuées au Niger, hein, pour la France toujours, hein, avec probablement de très fortes contaminations chimiques avec tous ces produits extrêmement dangereux qui sont utilisés. Et ensuite, cette pâte jaune est mise sur des camions. Alors là, c'est aussi une affaire importante. Pour envoyer ça en France, eh bien les camions descendent depuis le Niger jusqu'à Cotonou, sur des milliers de kilomètres. Et ces transports se font dans des conditions, une fois de plus, Areva cherche à gagner de l'argent partout où c'est possible. Et donc, au lieu d'avoir des camions solides et d'avoir des bonnes routes, après tout, Areva pourrait investir et payer de sa propre poche la réfection des routes. Eh bien, ces transports, au contraire, se passent dans des conditions tout à fait stupéfiantes, avec parfois des accidents. Donc, les camions se renversent, l'uranium est renversé par terre. Il y a eu des photos qui ont été prises, hein, et donc finalement quelque temps plus tard on vient ramasser cet uranium, il en reste par terre, il y a de la contamination, et tout ça est amené jusqu'à Cotonou, c'est au Bénin je crois, hein. Oui, c'est ça, exactement, oui, oui. Et depuis le port de Cotonou des bateaux vont jusqu'en France avec cette pâte jaune qui est ensuite amenée en France dans des usines qui vont à nouveau faire subir des différents processus chimiques et finalement la transformer en des barres de 500 kilos à peu près d'uranium qui est solidifié et qui vont servir à être mises dans les cœurs des réacteurs nucléaires. Mm-hmm. Alors, on voit que du côté africain, la tendance va vers une négligence de la sécurité liée autour de l'industrie de l'extraction. Est-ce que une fois arrivé en France, est-ce que la compagnie Areva se comporte de la même façon qu'elle se comporte en Afrique en négligeant la sécurité pour protéger non seulement les populations aussi, mais l'environnement également? Alors effectivement, on a pu constater que, eh bien, lorsque l'uranium arrive d'Afrique en France, il est utilisé dans un premier temps dans une usine dans le sud-est de la France, près d'une ville qui s'appelle Narbonne, c'est un site qui s'appelle Malvézy, et donc Areva, comme je le disais, donc fait des opérations chimiques sur cet uranium, et cette usine a connu des graves problèmes. Il y a eu des ruptures de digues, des liquides extrêmement dangereux avec de l'uranium et des produits chimiques se sont écoulés jusqu'en dehors de l'usine, dans l'environnement, et ces contaminations très graves. Et ensuite, comme je le disais, l'uranium est transporté dans une autre usine sur un autre site qui s'appelle le Tricastin. Et à nouveau, c'est un endroit où il y a eu des accidents,
des rejets de radioactivité. Il y a en particulier une grande fuite d'uranium à l'été 2008 qui avait fait beaucoup de bruit en France et même en Europe, puisqu'il y avait une fuite importante qui a été rejetée dans une rivière. Et évidemment, Areva avait essayé de cacher cette vérité, de ne pas reconnaître la fuite, mais des mesures avaient pu la mettre en exergue, et ça a fait une affaire très importante. Donc on s'aperçoit que même si c'est plus facile de contaminer l'environnement dans des zones désertiques, dans le désert où il y a les mines d'uranium, ça arrive aussi quand même en France, et finalement Areva a le même mépris pour les populations européennes que pour les populations africaines. Quelque part, on peut dire que comme ça, on est tous à égalité. Oui, oui, c'est ça, oui. Donc, on partage les mêmes malheurs. Et bon, on voit que, bah, manifestement, il y a aucun avantage à, à garder l'énergie nucléaire vu le côté dangereux de non seulement de l'extraction, mais de son utilisation aussi. Alors, quelle est quelle source d'énergie alternative on peut lui substituer à l'uranium? Alors, la première source d'énergie qui doit être mise en œuvre, en particulier dans les pays riches, c'est justement pas d'énergie, enfin, plutôt économiser l'énergie. Les pays riches ont une surconsommation absolument inacceptable d'énergie depuis très longtemps, et maintenant tout le monde voit bien que notre pauvre planète arrive à ses limites, et que les contaminations sont très graves, que les ressources commencent à diminuer en pétrole, en gaz, en uranium, et finalement, au lieu d'essayer de produire toujours plus pour consommer toujours plus, et sachant que des pays se développent et eux aussi ont besoin d'énergie, et que il y aura pas de l'énergie pour tout le monde au rythme de consommation des pays riches, eh bien la moindre des choses, c'est que ça serait que les pays riches consomment beaucoup moins, fassent preuve d'un petit peu plus d'intelligence, puisque par exemple en France, puisque c'est le pays où je vis, que je connais bien, on a des habitations très très mal isolées et beaucoup de chauffage électrique chauffé avec de l'électricité venant des centrales nucléaires. Et au lieu d'avoir des maisons bien isolées qui gardent bien la chaleur, eh bien, on consomme d'immenses quantités d'électricité dont une bonne partie s'échappe ensuite sous forme de chaleur à travers des vitres, des vitrages mal isolés, ainsi de suite. Donc c'est tout simplement stupide. Et si on mettait en œuvre un peu d'intelligence, on arriverait à avoir un confort tout à fait acceptable. Il faudrait peut-être aussi réfléchir au niveau de confort qui est tolérable. Il faut arrêter de vouloir avoir toujours des choses dont on n'a pas toujours besoin, hein. Mais au moins pour se chauffer, on pourrait arriver à se chauffer tout à fait convenablement en consommant beaucoup moins d'énergie, de manière à laisser aussi la place aux pays qui en ont besoin. À nouveau, l'avenir, évidemment, c'est donc ces économies d'énergie pour les pays qui consomment trop, et puis le développement des énergies renouvelables, parce que elles, eh bien, comme le dit bien leur nom, elles seront toujours là, le vent, le soleil, alors que tout ce qui est extrait des sous-sols, eh bien, non seulement ça cause des contaminations, ça cause des problèmes géologiques, géopolitiques aussi, mais en plus, eh bien, ces réserves s'amenuisent de plus en plus sur la planète, ça entraîne des guerres, alors que finalement le vent, le soleil, il y en a partout sur la planète et pour tout le monde. Et donc c'est bien ça qu'il faut développer, et les pays riches ont une dette morale très importante vis-à-vis des autres pays, et devraient ces pays riches devraient développer les énergies renouvelables chez eux, mais aussi aider les autres pays à développer ces énergies propres et renouvelables. Mhm. C'est très intéressant que vous avez abordé la question de la consommation de l'énergie. Est-ce que le consommateur français d'énergie est prêt à modérer sa consommation? Alors, dans les enquêtes d'opinion, on voit que les gens sont prêts à faire des efforts. Ils disent oui, c'est vrai, il faut économiser l'énergie.
mais je pense que beaucoup de gens ne sont pas conscients de la réalité des gaspillages de leur propre vie. Et ce ne sont pas ces gens-là qui sont coupables, ces citoyens ordinaires, c'est le système dans lequel on nous a habitués à vivre, avec des gaspillages gigantesques, des déplacements en voiture individuelle alors qu'on peut se déplacer à plusieurs, ainsi de suite. Et il y aurait énormément à faire. Je pense que les gens disent qu'ils sont prêts à faire des efforts, mais on les forme pas, on leur explique pas, finalement, on sait très bien que qui c'est qui tire les ficelles, ce sont des grandes sociétés qui gagnent beaucoup d'argent en nous faisant consommer de l'énergie, mais aussi tout un tas d'autres produits dont on n'a pas besoin. Et il n'y a pas de volonté véritable de faire en sorte que la population soit éduquée à cette économie, à cette sobriété qu'il va falloir développer, une véritable sobriété sur tous les modes de vie, de fonctionnement. On continue à consommer des produits agricoles qu'on fait venir de l'autre bout de la planète ou de l'autre bout de l'Europe, alors que on devrait se développer. Ça existe un petit peu en France maintenant. On a des formes alternatives de gens qui créent des jardins familiaux dans des communes, qui reviennent un petit peu aux pratiques considérées comme anciennes, mais qui sont beaucoup plus d'abord, qui font des produits beaucoup de bien meilleure qualité, et puis qu'on transporte pas sur des milliers de kilomètres, parce que ces transports, eh bien, c'est du pétrole à nouveau ou d'autres formes d'énergie. Et donc c'est tout ça qu'il faut changer dans les pays riches, et on part de vraiment très 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 loin. Mhm. Oui, effectivement. Euh, Est-ce que au niveau mondial, la compagnie Areva a un concurrent de taille, ou bien la compagnie possède un monopole de fait? En France, il y a une répartition du nucléaire entre EDF qui fait fonctionner les centrales nucléaires et qui produit l'électricité, et Areva qui cherche l'uranium, qui fabrique les centrales pour EDF. Mais maintenant, ces deux sociétés ont commencé à empiéter sur le terrain l'une de l'autre, et donc finalement elles se font concurrence. Mais jusqu'à présent, on va dire que il n'y a pas de concurrence puisque c'est l'État français qui développe ces deux sociétés. Oui, alors pour la conclusion, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la fin euh, sur tout ce portrait semble un peu trop sinistre. Quel est l'espoir? Y a-t-il un espoir qu'il y ait un jour une solution? Et que pouvez-vous dire aux Africains qui semblent ne pas très bien comprendre ce qui se passe et qui subissent les conséquences de, de cette de l'extraction de l'uranium dans leur pays? Oui, il y a des motifs d'espoir puisque partout, soit dans les pays riches, soit dans les pays du Sud, les pays émergents, eh bien, il y a la société civile qui s'organise, des associations qui se créent, des gens qui à la fois travaillent pour la démocratie, pour la liberté d'information, pour la connaissance des informations, et aussi pour essayer de développer une société plus juste, qui partagerait les richesses, qui n'exploiterait pas, où il n'y aurait pas de corruption. Alors c'est vrai que le travail est énorme puisque malheureusement la planète pour le moment est dominée par les forces de l'argent, de l'exploitation, de la corruption. Mais comme justement cette planète, on sait qu'elle arrive à ses limites et qu'il va y avoir finalement beaucoup moins de capacité à trouver du pétrole, du gaz, du charbon. Il va falloir faire d'office, on va être obligé de construire une société différente, beaucoup plus sobre, avec une place pour tout le monde. Donc peut-être que finalement l'espoir provient des difficultés actuelles, mais il faut quand même être conscient que on va traverser quand même des zones, des périodes très difficiles, mais on peut garder l'espoir justement d'aboutir, de sortir de cette période complexe, difficile, vers
un avenir où il y aura beaucoup plus de respect de la vie, de l'environnement, des personnes, des populations, et peut-être une humanité qui sera apaisée et qui respectera chacun de ses participants. On peut toujours y croire et y travailler. Eh bien, c'est donc sur ces mots positifs qu'on va clôturer et je profite de vous transmettre les félicitations de Grégory Proch du magazine Gris-Gris International qui suit vos actualités sur différents médias. Et donc voilà, c'était Monsieur Stéphane Lhomme, écologiste, fondateur de l'Observatoire du nucléaire en France. Vous pouvez toujours consulter son site internet si toutefois on n'arrive pas à la museler d'ici là, au www.observatoire-du-nucléaire.org. C'est un site internet extrêmement riche. Vous avez avantage d'aller et consulter des informations et divers scoops liés à l'industrie nucléaire et ses implications dans la politique en Afrique, au Niger, au Mali et peut-être ailleurs dans le futur. Et nous espérons que vous allez survivre au procès qui vous attend au mois de février. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer et de nous édifier pour qu'on puisse mieux comprendre le monde de l'énergie nucléaire. Merci à vous, merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.